Abidjan, le 9 juillet 2014. Conseil des ministres ce mercredi au palais présidentiel. Le président Ouattara a nommé les membres de la commission centrale de la CEI. Il en ressort également une hausse du budget 2014 de l'État. Aussi, des mesures ont été annoncées pour lutter contre les sinistres causés par les pluies diluviennes. Et ce geste du gouvernement pour soutenir 15 anciennes gloires de la culture ivoirienne. Elles vont toucher désormais par mois une pension de retraite de 300 000 francs CFA. Les premiers chèques ont été remis aujourd'hui aux concernés lors d'une cérémonie riche en émotions à l'hôtel du district d'Abidjan. Et puis l'affiche de la finale du Mondial 2014 a connu. La National Mannschaft sera face à l'Albi Céleste dimanche prochain. Le Messi de l'Argentine, Lionel Messi, et ses coéquipiers l'ont emporté au tir au but. Au bout du suspense, il y a quelques instants, face à la Hollande d'Arjen Robben. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Je vous le disais à l'instant, l'Argentine de Lionel Messi rejoindra l'Allemagne en finale de la Coupe du Monde. L'Argentine l'a emporté au tir au but face aux Pays-Bas dans la deuxième demi-finale de ce mondial. Sur la pelouse de l'Arena Corinthians de Sao Paulo, la défense de l'Albi Céleste a tenu le choc et résisté aux assauts d'Arjen Robben, Robin van Persie et leurs coéquipiers. Mais avec un joueur du calibre de Lionel Messi, la sélection sud-américaine a pu tenir pour se hisser en finale de mondial pour la troisième fois de son histoire. À la une de l'actualité nationale, le chef de l'État Alassane Ouattara a quitté Abidjan cet après-midi pour Accra, la capitale ghanéenne, pour l'accompagner à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Vous le voyez sur ces images, les membres du gouvernement, avec à leur tête le Premier ministre. Après près d'une heure de vol pour parcourir les 418 km entre Abidjan et Accra, le président Alassane Ouattara est arrivé dans la capitale ghanéenne à 17h10 à l'aéroport international d'Accra. Il y retrouve ses pairs, les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, pour prendre part aux travaux de la 45e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Demain, ils doivent discuter des questions économiques, sanitaires et de sécurité qui touchent la région ouest africaine. À son arrivée à Accra, le président Ouattara a fait une déclaration. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais d'abord saluer et remercier mon frère le président John Dramani Mahama de nous accueillir aussi chaleureusement à Accra et saluer le peuple frère du Ghana. Nous sommes à Accra pour le 45e sommet de la CEDEAO et nous avons bien évidemment des points importants à l'ordre du jour, que ce soit les questions de sécurité régionale avec l'évolution de la bonne situation au Mali et en Guinée-Bissau, des questions économiques, des questions politiques. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de me retrouver à Accra. Accra, c'est Abidjan. Avant de s'envoler pour Accra, le président Ouattara a présidé le Conseil des ministres ce mercredi. Il a nommé les membres de la commission centrale de la Commission électorale indépendante CEI, chargée de l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2015. Sur les 17 membres, 15 ont été nommés. Le gouvernement ivoirien a aussi adopté une loi de finances rectificative portant sur le budget 2014 de l'État qui passe de 4 248 à 4 407 milliards de francs CFA. Aussi, des mesures ont été annoncées pour lutter contre les sinistres causés par les pluies diluviennes. Jérôme Kofi Abolin. Les pluies diluviennes et ses conséquences, une fois de plus, s'invitent au Conseil des ministres. La réunion de ce mercredi 9 juillet 2014 en a encore fait l'une de ses préoccupations majeures. Face aux nombreux dégâts, notamment des pertes en vie humaine, le Conseil a décidé de mettre en place un certain nombre de mesures avec à la clé des poursuites à l'encontre des opérateurs qui le plus souvent érigent des bâtiments sur des emprises ou des ouvrages d'assainissement. Le Conseil a donc pris un certain nombre de mesures. La mise en place d'une cellule de crise interministérielle présidée par le Premier ministre lui-même, l'information des populations à travers une déclaration du gouvernement qui a déjà été faite, la réactivation des équipes chargées d'appliquer le plan Orsec dans chaque département, la sensibilisation des populations par tous moyens, la mise en œuvre diligente des travaux d'assainissement, le rétablissement des voies urbaines et interurbaines ainsi que des réseaux de distribution d'eau et d'électricité qui ont été endommagés par les pluies, l'identification des sites d'accueil des sinistrés dans chaque commune, la mise à la disposition des structures de gestion des opérations de moyens supplémentaires d'alerte, de communication, de transport, de santé, d'alimentation, de couchage, la mise sur pied d'une coordination et d'un système d'alerte,
la libération des zones à risque identifiées et des familles qui doivent être déplacées, la sécurisation de toutes les opérations entreprises par les forces armées, l'engagement de poursuites judiciaires contre les architectes, les opérateurs économiques, les propriétaires ayant bâti ou fait bâtir sur les emprises, la prise de sanctions administratives contre les responsables administratifs ayant autorisé l'installation des quartiers précaires ou éventuellement ayant autorisé les constructions anarchiques sur les emprises. Pour le gouvernement, toutes ces mesures visent à lutter efficacement contre les sinistres. Cela dans le cadre, bien entendu, du plan national de protection civile, toute chose qui nécessite une enveloppe d'environ 1,8 milliard de francs CFA. Et en bref, cette information encourageante pour l'économie ivoirienne, l'agence de notation Moody's vient d'attribuer pour la première fois une note souveraine à la Côte d'Ivoire, B1, comme le Sénégal, le Ghana, la Zambie, le Mozambique et le Kenya. L'agence de notation a attribué la même note à l'émission obligataire de 500 millions de dollars que va lancer le gouvernement ivoirien dans le courant de ce mois de juillet. Hier, l'hémicycle ivoirien a enregistré une première au cours de la législature en cours, l'examen d'un projet de loi émanant d'un député. Il s'agit du projet de loi pour la valorisation du travail domestique, une proposition dite loi Traoré Adjaratou, du nom de son initiatrice, l'une des 25 femmes membres du Parlement, une proposition de texte votée par la Commission des affaires sociales et culturelles, les précisions de Brouléon. Comme cette jeune fille en plein ménage, nombreux sont ceux des hommes et femmes qui fournissent des services à d'autres personnes à domicile. On les appelle communément bonnes ou boy et interviennent en qualité de gouvernants, valets de chambre, chauffeurs, cuisiniers, jardiniers, etc. ou tout à la fois. Ils ont souvent recours à des intermédiaires constitués en agence de placement pour s'offrir cet emploi. Le projet de loi voté par la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale va faire de désormais des travailleurs ordinaires, donc des bénéficiaires des garanties du Code du travail, entre autres déclaration à la CNPS, salaire minimum garanti, congé, retraite. Cette valorisation souhaitée par la loi dite Traoré Adjaratou vise à mettre fin au comportement inhumain subi par les travailleurs domestiques. En tout cas, pour gagner le vote de ses pairs députés, l'initiatrice de la loi a démontré, résultat d'une étude à l'appui, que 95% des domestiques ont une durée journalière de travail supérieure à 8 heures, 30% sont victimes d'humiliation et 12% victimes de toutes sortes de violences, y compris l'extorsion de fonds par les agences de placement. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a dit qu'il fallait donner un visage humain et social à sa politique actuelle de développement et de croissance. Et donc, nous, les députés, nous sommes imprégnés de cette maxime pour en faire une réalité. Sortir nos parents, nos frères et sœurs des griffes de la misère. La loi Traoré Adjaratou fixe aussi les droits et obligations des travailleurs domestiques et de leurs employeurs, les critères d'ouverture des agences de placement, à qui elle interdit l'extorsion de fonds aux domestiques. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale plaide pour la définition et la criminalisation de la torture dans le code pénal. Ce mercredi, l'organisation a réuni autour d'une même table représentants du ministère de la Justice, les experts en droit de l'homme et des juristes pour échanger sur la situation de la torture en Côte d'Ivoire. Il ressort qu'aucune disposition du code pénal ivoirien ne définit ni ne criminalise la torture malgré qu'elle soit interdite par la Constitution. La rencontre a eu lieu à l'hôtel Pullman au Plateau. Gabriel Zani. Le code pénal ivoirien est muet sur le sujet de la torture. Il ne la définit ni explicitement, ni ne la criminalise. Pourtant, la Constitution interdit la torture et toute pratique similaire. De plus, depuis 1995, le pays a ratifié la Convention contre la torture et autres traitements cruels dégradants. La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale, en partenariat avec la Fondation Osiwa, plaide pour un changement. Nous exhortons le gouvernement ivoirien à faire un rapport initial et cumulé devant le comité contre la torture pour que, à partir de là, on puisse voir comment la torture évolue en Côte d'Ivoire.
Des mesures préventives et répressives ont été prises par les autorités pour que les victimes de torture obtiennent réparation. Mais faute d'incrimination, les tortionnaires peuvent récidiver. Notre premier plaidoyer, c'est que la Côte d'Ivoire puisse réviser son code pénal afin de définir la pratique de la torture et de pouvoir criminaliser cette pratique qu'est la torture pour éviter justement l'impunité. Le plaidoyer de la coalition ivoirienne pour la CPI va plus loin. Selon l'organisation, la Côte d'Ivoire doit aussi faire la déclaration reconnaissant la compétence du comité de lutte contre la torture pour examiner les plaintes des victimes. Sinon, ces dernières se retrouveront sans recours. La directrice coordonnatrice du Programme national de cohésion sociale, PNCS, professeure Marie Etou, a échangé aujourd'hui avec 2 délégations. La première rencontre avec le représentant résident de l'UNESCO et la deuxième avec une délégation d'Amnesty International, section Côte d'Ivoire. En toile de fond, la nature de la collaboration entre le PNCS et ses organisations pour l'atteinte des objectifs du programme. Hugues Veblé. Avec ses hôtes, le professeur Koné Mariatou a surtout parlé de collaboration. La première rencontre consacrée aux représentants résidents de l'UNESCO en Côte d'Ivoire a permis d'évoquer le soutien de l'organisation au programme national de cohésion sociale. Nous sommes en train de vouloir faire une offre technique pour pouvoir travailler avec Madame la Présidente et son équipe sur l'utilisation de l'art et du théâtre pour contribuer à la cohésion sociale. D'une part et d'autre part, traduire dans les langues nationales les différents messages liés à la cohésion sociale. Autre structure qui pourrait appuyer le programme national de cohésion sociale dans ses actions, Amnesty International. Les responsables locaux de l'organisation étaient au PNCS. Il s'agissait pour Amnesty International section Côte d'Ivoire d'évoquer avec leurs hôtes une prochaine collaboration. Mais ce que nous pouvons apporter, c'est mobiliser des ressources pour financer les projets que nous allons exécuter ensemble. Ça, c'est très important. Apporter des ressources en information au programme et puis apporter de l'expertise en termes de sensibilisation dans les communautés. À toutes les organisations de la société civile, nous demandons l'effort de travailler en synergie parce que la société civile, c'est elle qui nous guide, si vous voulez. Elle est avec les populations, elle voit ce qui se passe et donc c'est à travers ces actions que le gouvernement également sait qu'il a bien travaillé ou il n'a pas bien travaillé. Le Programme national de cohésion sociale, PNCS, doit contribuer au retour et au renforcement de la cohésion sociale pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. Il est né pour réformer profondément le secteur du transport routier. Le Centre de gestion intégré des opérations de transport de Côte d'Ivoire, CGI, outil du gouvernement ivoirien, vise à faciliter le mécanisme d'acquisition de titres de transport routier, notamment le permis de conduire. Les activités de ce centre ont démarré il y a 2 semaines et déjà les premiers résultats semblent être convaincants si l'on s'en tient au constat fait par l'une de nos équipes. Il nous révèle que contrairement au passé où il fallait attendre des jours ou même des mois avant de recevoir son permis de conduire, le document s'obtient désormais en 1 heure. C'est toute la substance d'Eco Plus ce soir. Il est signé Francis Boifo. Faire la demande et obtenir son permis de conduire en 1 heure après avoir été déclaré apte aux examens de code et de conduite. Renouveler également son permis de conduire ou transformer un permis étranger en permis national en 1 heure, c'est une réalité au Centre de gestion intégré des opérations de transport de Côte d'Ivoire, CGI. Je suis content parce que je viens à peine d'arriver, ça fait 1 heure. Je viens d'avoir mon permis. Avant c'était pénible, fatigant. Il faut prendre 2 jours, venir dormir là, il faut faire ceci. Bon quoi, pas maintenant c'est rapide. Du matériel technique de dernière génération a été acquis pour la production des certificats de capacité nécessaires pour la conduite des automobiles, motocyclettes et autres engins. On reçoit le dossier physique, on vérifie qu'il est conforme, qu'on a tous les documents. Ensuite, on vérifie dans le système si les données sont bien enregistrées, on approuve et on lance la procédure d'impression qui dure environ 1 minute. Et lorsque le document est imprimé, on le sécurise à partir de cette balise. 2 semaines après le démarrage de ces activités, le Centre de gestion intégré des opérations de transport de Côte d'Ivoire, situé à Trècheville, ne désemplit pas.
Nous avons reçu du ministère des Transports, donc de la Direction générale des transports terrestres, autour de 1200-1300 dossiers. À peu près 300 à 400 personnes qui se sont présentées spontanément pour le renouvellement de leur titre de transport. Nous sommes autour de 300 permis qui ont été déjà édités. 300 dossiers de permis de conduire déjà traités sur les 71 000 en attente depuis juin 2011. Des cas de perte de permis de conduire, de procédures d'obtention du permis suspendu ou inachevé depuis des années, le CGI traite de tout ou presque les problèmes relatifs au titre des transports routiers. Depuis 2004, j'ai passé ce permis, je n'ai pas obtenu à avoir mon permis. Jusque-là, je suis allé à son entité m'a dit de venir ici avec les dossiers. C'est l'occasion d'appeler tous les usagers qui ont fait la demande d'un permis de conduire, qui ont fait l'examen de code et de conduite, qui n'ont pas reçu leur permis de conduire, qui viennent au centre de gestion intégrée. Tout est mis en place pour que tous ceux qui doivent avoir le permis de conduire l'obtiennent. Les cas qui sont récents, tout de suite nous délivrons les permis. Mais les cas comme ceux de M. Karamoko, on va demander à M. Karamoko de retourner à l'auto-école, réviser ses leçons de code, se faire évaluer au code et à la conduite pour avoir le permis de conduire. Avec la création du Centre de gestion intégrée des opérations de transport de Côte d'Ivoire, les nouveaux demandeurs de permis de conduire ont la possibilité de faire leur préinscription dans les locaux du CGI ou dans les auto-écoles. Les auto-écoles qui ne disposent pas encore d'outils informatiques, nous avons mis à disposition une salle informatique sur le site où elles-mêmes peuvent réaliser les opérations de préenregistrement. Regrouper les différents services qui interviennent dans la délivrance du permis de conduire sur un même site, c'est une première en Côte d'Ivoire. Les acteurs des transports saluent l'initiative. Je pense que ce nouveau centre-là nous permet de pouvoir être déchargés du stress que les candidats au permis de conduire nous créent en chaque fois nous demandant des délais de délivrance du permis. Nous sommes en train de dire que c'est bon, mais il faudrait que ça soit suivi de près parce qu'on nous a annoncé souvent des très bonnes choses et quand ça commence après, on a des surprises très désagréables. Même si l'ensemble des candidats au permis de conduire se disent satisfaits de l'accueil et du fonctionnement du CGI, ils dénoncent cependant la lenteur dans certains services. Tout s'est vite passé, mais par la suite ça s'est compliqué parce qu'on m'a dit d'attendre 30 minutes. Et ça fait plus d'1 heure que je suis assise ici en train d'attendre. Vu la sensibilité de la question, vu vraiment le niveau de transparence que le ministère souhaite mettre en place dans le cadre des procédures de traitement, nous avons l'obligation de vérifier et de recevoir donc ces authentifications du ministère. C'est ce qui explique ces petites lenteurs. Les responsables d'auto-école, eux, disent ne pas être suffisamment informés sur la catégorisation des permis A, B, C, D et E. Est-ce qu'on passe le permis professionnel en une seule fois ou est-ce qu'on passe d'abord par le permis B avant d'avoir les autres catégories de permis? Ça ne sert à rien de passer 2 permis. Si vous savez que vous voulez un permis D, ça ne sert à rien de venir vous inscrire d'abord pour passer le permis C et ensuite le permis D. Non, aucune loi ne vous oblige à ça. Donc vous venez, vous vous inscrivez pour le permis C et vous payez le même montant que vous avez l'habitude de payer pour le permis C, tout comme pour le permis D. Mais vous avez la liberté de vous inscrire dans la catégorie que vous voulez. Et c'était comme ça avant aussi. Les autorités annoncent l'ouverture très prochaine de plusieurs centres de gestion intégrés des opérations de transport à travers la Côte d'Ivoire, une 50aine avant la fin de cette année. J'ajoute que les centres de gestion des opérations de transport ont ouvert déjà leurs portes à Daloa, Bouaké et Yamoussoukro. En attendant l'ouverture dans plusieurs autres villes de l'intérieur du pays, les autorités invitent les usagers à s'adresser aux directions régionales pour toute opération de transport terrestre. Les épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs BTS démarrent le 14 juillet prochain et concernent 54 698 candidats. Ils seront répartis dans 112 centres sur l'ensemble du territoire. Information donnée ce mercredi par le directeur de l'orientation et des examens de REX, Dolaï Koulibaly, au cours d'un point de presse à Mississauga, Franck Diop. Les dates de composition des épreuves du brevet de technicien supérieur sont désormais connues.
Du 14 juillet au 2 août, 54 698 candidats, dont plus de 85% de candidats officiels, 14,58% de candidats libres et moins d'1% de candidats non résidents des filières tertiaires et industrielles composeront. Les épreuves écrites, toutes filières confondues, commencent le 14, la semaine prochaine, jusqu'au 19 juillet. Les épreuves orales, du 21 juillet au 26 juillet. Les épreuves pratiques professionnelles qui avant se faisaient de manière théorique. Mais cette fois-ci, ce sont des épreuves qui se passent in situ. Et ces épreuves pratiques partent du 28 juillet au 2 août. Cette année, une innovation au niveau du retrait des convocations. Elles sont retirées en ligne à travers le site de la DORES. Plus de 34 000 candidats ont déjà imprimé leur convocation. Cette année, nous ne donnons pas physiquement les convocations. Les inscriptions se sont faites en ligne. Et pour garder la même logique, c'est en ligne qu'ils vont chercher leur convocation. 112 centres répartis sur l'ensemble du territoire national serviront aux examens du BTS. Abidjan seul compte 98 centres avec 48 862 candidats. Les résultats du brevet de technicien supérieur seront proclamés le 30 août prochain. La 56e session ministérielle de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, s'ouvre demain dans la capitale économique ivoirienne pour 72 heures. Avant cette session, les correspondants nationaux des pays membres se sont réunis aujourd'hui pour préparer les textes thématiques qui seront débattus lors de la réunion ministérielle. Le compte-rendu d'Ève Boy est commenté par Franck Wadio. La réunion des correspondants nationaux de la CONFEMEN, la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, a analysé entre autres le bilan 2011-2014 des activités de cette structure. Il ressort que les objectifs de l'éducation pour tous ne sont pas atteints dans tous les pays francophones. Il est constaté qu'il y a plus de 57 millions d'enfants qui n'ont pas encore accès à l'éducation. Et il y a un tiers des enfants qui sont inscrits dans le système éducatif qui ne maîtrisent pas les compétences de base, notamment la lecture, l'écriture, le calcul. La CONFEMEN va mettre l'accent sur la réflexion et les actions à entreprendre pour justement répondre aux besoins et aux enfants qui ne vont pas encore à l'école et inclure tous les enfants dans l'éducation parce que c'est un droit humain. Au terme de cette réunion, un rapport qui servira de document de base pour la session ministérielle des 10, 11 et 12 juillet prochains. C'est justement d'apprêter tous les documents qui vont servir au travail des ministres membres. Donc tous les documents, toutes les recommandations, toutes les résolutions qu'ils vont prendre sont préparées par les correspondants nationaux. La 56e session ministérielle de la CONFEMEN porte sur l'éducation inclusive et de qualité pour tous en francophonie, défis, priorités et perspectives pour l'après 2015. À l'issue donc de cette session, les solutions appropriées aux préoccupations majeures des systèmes éducatifs francophones seront envisagées. Les directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 1 et 2 viennent de tenir une journée de l'alphabétisation. Elle a pour but de sensibiliser la population de Gbeke sur l'importance de l'alphabétisme pour une insertion socio-économique plus facile. Hassan Kane, Kader Sogodogo. 51,3% de la population ivoirienne est analphabète selon l'UNESCO. Pour réduire ce taux d'analphabétisme, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a mis en place un service d'alphabétisation. Cela pour permettre à une majorité des Ivoiriens d'être alphabétisés. Dans la région de Gbeke, l'alphabétisation est en marche. Pour l'année scolaire 2013-2014, 203 centres ont vu le jour avec un effectif de 4 898 apprenants. Parmi les apprenants, 88 sur 120 ont réussi avec succès le certificat d'études primaires élémentaires CEPE. Pour encourager les apprenants et les encadreurs, le service de l'alphabétisation des directions régionales de l'enseignement technique a trouvé utile d'initier la journée de l'alphabétisation à Bouaké. Occasion pour les apprenants de souligner un intérêt particulier
pour l'alphabétisation. Lire ça, je savais bel et bien lire, mais écrire ça, c'était un handicap pour moi. Donc comme ça, je me suis dit, tiens, il faudrait que j'aille apprendre à mieux savoir écrire. Là, comme ça va me permettre de mieux évoluer dans la vie. Je suis une couturière et j'arrive à gérer mes affaires. Bon, j'aimerais lancer cet rappel à toutes les jeunes filles, vraiment de prendre l'alphabétisation au sérieux parce que vraiment, c'est utile pour l'homme, c'est utile vraiment pour nous. Pour les initiateurs, la grande paupérisation demeure un obstacle à l'alphabétisation d'une majorité de personnes. Les analphabètes sont nombreux, mais ils n'ont pas les moyens. Nous sommes tout le temps en train de les mobiliser, de les sensibiliser pour que les centres restent ouverts. Les responsables du service de l'alphabétisation invitent les autorités de la région de Béké à appuyer leurs actions au bénéfice du savoir pour le bonheur des populations. Le gouvernement canadien vient d'octroyer un don de 42 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire dans le cadre du volet élevage du projet Agriculture familiale pour la nutrition et l'équité du genre. Ce don s'est matérialisé par la signature d'une convention entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'ONG Helen Keller International. Initiatrice du projet, 42 villages ivoiriens sont concernés par la mise en œuvre de ce projet. Cette convention signée entre le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'ONG Helen Keller International porte sur un montant de 42 millions de francs CFA. Cette somme est destinée à 2820 femmes réparties sur 42 villages des régions du Zanzan et des savanes. Ce don permettra de développer le volet avicole, phase pilote du projet Agriculture familiale pour la nutrition et l'équité du genre. Ces projets vont consister, dis-je, à installer des coopératives auxquelles nous allons distribuer donc, des poulets et des poules aussi, donc des coqs améliorateurs, pour rendre performant notre élevage dans le domaine de l'élevage traditionnel. C'est ce que vous appelez communément poulet bisquelette. C'est un projet important. Surtout qu'aujourd'hui, on nous demande de ne plus consommer de la viande de brousse. L'ONG Helen Keller International, initiatrice du projet, va aussi procéder à la formation des bénéficiaires sur les questions relatives à l'hygiène alimentaire. L'accent sera mis sur les exploitations agricoles familiales dans le développement de la sécurité alimentaire. Dans les questions d'hygiène animale, les ministères des Ressources animales et halieutiques a les mandats et les leads. Et donc on travaillera avec eux pour en trouver les meilleures solutions pour garantir une bonne hygiène aussi des animaux et des zones qui sont destinées à l'aviculture. L'agriculture familiale a pour mission de stimuler les économies locales, surtout si elles sont associées à des politiques axées sur le bien-être des communautés. Comment sensibiliser de façon plus efficiente les populations africaines quant aux dangers liés à la dégradation de l'environnement? C'est là l'une des problématiques qui ont poussé les professionnels de la communication de plusieurs pays d'Afrique à se réunir au sein du RACI, entendez Réseau africain pour la communication environnementale. Pour relancer ces activités, la section ivoirienne du mouvement a organisé hier une conférence autour du thème « Impact des industries minières sur l'environnement en Côte d'Ivoire ». Le point avec Laetitia Manglé. 30% des réserves d'or de toute l'Afrique de l'Ouest se situent essentiellement aux limites de la Côte d'Ivoire et plus d'1 million de personnes travaillent à l'extraction du minerai. Signe que l'exploitation minière a atteint sa vitesse de croisière en Côte d'Ivoire. Mais la prolifération des activités liées au sous-sol n'est pas sans conséquence. L'on note entre autres la déforestation causée par l'utilisation des produits chimiques pour extraire les minerais, la pollution de l'eau et des sols. Il y a certains polluants dont la létalité est très reconnue, tels que le cyanure, le mercure qui sont utilisés et rejetés souvent dans des cours d'eau ou bien même dans le sol, contaminant ainsi ces écosystèmes-là qui sont aussi partagés et qui produisent des services et des fonctions pour les êtres humains et les autres animaux de la flore et de la faune.
C'est alors la sensibilisation des populations et des acteurs du secteur minier sur l'impact des industries minières sur l'environnement qui a fait l'objet de la première édition des conférences du RACI, entendez Réseau africain pour la communication environnementale, section Côte d'Ivoire. La création du RAS répond à un impératif, la sensibilisation, rien que la sensibilisation. C'est pour cela que le RAS regroupe en son sein des journalistes de la presse nationale et internationale, les journalistes aussi de la presse audiovisuelle et la presse privée. Nous utilisons nos canaux pour sensibiliser ces personnes concernées là essentiellement. Créé en 2001 à Cape Town en Afrique du Sud, le RACI est destiné aux professionnels de la communication, spécialistes des questions de l'environnement. Il a pour mission première d'assurer et améliorer l'accès à l'information des populations pour une meilleure gestion des ressources environnementales de l'Afrique et singulièrement de la Côte d'Ivoire. Fin du congrès extraordinaire de l'Union des sociaux-démocrates USD. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de cette rencontre. La restauration du pays, la démocratie et la justice. Point fort de ces assises, l'élection d'Henri Niava comme nouveau président de la formation politique. Au terme des travaux du congrès extraordinaire de l'Union des sociaux-démocrates USD, Henri Niava a été élu nouveau président de ce parti politique. Déjà, il affiche ses ambitions. L'USD va s'implanter dans les 2 années à venir dans toutes les circonscriptions de la Côte d'Ivoire. Le parti présentera selon lui un candidat à la prochaine élection présidentielle. Nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. Notre représentativité actuelle est suffisante pour apparaître dans le microcosme électoral ivoirien et sur l'échiquier politique comme un parti sur qui il faudra compter. L'opposition en Côte d'Ivoire demande à occuper le poste de président de la commission électorale indépendante qui vient d'être créée. Henri Niava a traduit sa reconnaissance aux congressistes pour leur assiduité et la bonne ambiance qui a prévalu pendant les travaux. Il exhorte également ses camarades à s'investir dans l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire. Je vous le disais en titre, ce geste du gouvernement pour soutenir 15 anciennes gloires de la culture ivoirienne. Elles vont toucher désormais par mois une pension de retraite de 300 000 francs CFA. Les premiers chèques ont été remis aujourd'hui aux concernés lors d'une cérémonie riche en émotions à l'hôtel du district d'Abidjan. Le témoignage de Serge Coléa. Honneur et gloire aux artistes ivoiriens, ceux-là même qui ont écrit les plus belles pages de la musique et de la culture ivoirienne. Ils ont surtout tracé les sillons du chemin suivi par la jeune génération. La nation leur donne aujourd'hui toute la reconnaissance. 300 000 francs CFA de pension de retraite mensuelle pour 15 monstres sacrés. On peut citer entre autres Ala Thérèse, la déesse baoulée de la musique tradimoderne et Ngoran Laloy, d'après Stone, le crooner Yakuba, aujourd'hui victime de maladie, Johnny Lafleur, dont l'état de santé a mobilisé la Côte d'Ivoire, Marie-Rose Guiraud, la prêtresse ivoirienne de la danse, âgée de 70 ans aujourd'hui, Zachary Noël, l'auteur de Super Yohou, Anoma Brou-Félix, le maître du Wami, Eba Jérôme, Monsieur Trahison, Sorongana, le précurseur du Yakiana, Baïs Pinto, la voix d'or, Agué Daniel et Ignace Salomo, les étoiles du théâtre ivoirien. Au total, 15 artistes qui ont connu la gloire et qui, pour beaucoup, sont aujourd'hui laissés pour compte. Le président de la République a décidé de protéger ces monuments en les mettant à l'abri de la main tendue. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a d'ailleurs appelé tous les Ivoiriens à saluer ce geste inédit en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Ce sont des artistes qui ont servi la Côte d'Ivoire sans rien attendre parce qu'ils faisaient ce art avec amour. Ces artistes sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle le 3e âge. Ils ne peuvent plus jouer et leur vie se dégrade, ce qui n'est pas normal. Et un État doit être reconnaissant à tous ses serviteurs. Si les fonctionnaires ont une pension de retraite, pourquoi ces grands artistes qui ont servi la Côte d'Ivoire n'auraient pas eux aussi une pension de retraite? C'est le dossier que j'ai plaidé devant le chef de l'État, qui, sensible, a décidé d'octroyer une pension à ces artistes. Les 15 artistes ont reçu leur premier chèque. Il en sera ainsi
tout le long du mandat du président de la République, a indiqué le ministre Maurice Kokou-Bandama. Ces anciennes gloires ont été choisies sur la base de critères définis par un comité scientifique. La liste va s'élargir, a indiqué le ministre Bandama, pour aider le maximum d'artistes qui ont porté haut le drapeau de la culture ivoirienne à passer de vieux jours sans difficulté. Vous venez de le voir, ces figures emblématiques de la culture ivoirienne voient ainsi leur service rendu à la nation reconnue. Ils viennent de recevoir leur premier chèque et avec beaucoup d'émotion, ces artistes disent leur gratitude au chef de l'État. Nous retrouvons Serge Coléa. C'est un grand geste qui vient d'être fait. On ne le dira jamais assez. C'est le premier geste fait en Afrique qui sera repris dans d'autres pays. Moi personnellement, je suis très heureux et je voudrais que Dieu fasse en sorte que le président Alassane, avec son gouvernement, puisse amener à bien leur programme de la réconciliation, afin que tous les Ivoiriens puissent se sentir à l'aise comme nous venons de le sentir. C'est-à-dire, c'est comme un rêve pour nous, mais nous venons de tenir les chèques et les enveloppes, ça veut dire que c'est une réalité. Moi j'ai 70 ans et il a fallu que j'arrive à ce temps-là pour avoir une subvention. Ce n'est pas parce qu'on ne m'a jamais donné l'argent. Mais ici on vient de me donner une assurance et c'est grâce à lui. Le président a eu confiance en lui pour donner aux artistes. Le président Alassane et son super ministre Bandama nous ont vraiment gâtés. Je remercie le gouvernement et tous ces gestes vraiment de soutien. Je lui dis merci beaucoup. Que Dieu le bénisse. Autre sujet, on parle religion. En cette période de jeûne, les musulmans du quartier Niangon dans la commune de Yopougon feront leur prière dans une nouvelle mosquée. L'édifice a été inauguré en présence de plusieurs acteurs religieux. À cette occasion, la mairie de Yopougon a offert des nattes et autres matériels d'équipement pour le lieu de culte. Une nouvelle mosquée pour les fidèles musulmans du quartier Niangon à Yopougon. L'édifice porte le nom mosquée Bamba Vamoussa, ancien ministre décédé en 1993, un signe de reconnaissance et d'hommage à cette personnalité qui avait offert la parcelle pour la construction de cette mosquée. Vamoussa Bamba avait une grande dimension spirituelle parce que il y a 21 ans qu'il nous a quittés. Et aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer une grande mosquée qui porte son nom. Dû au fait qu'il avait un lien étroit avec la communauté musulmane de Niangon, à qui, évidemment, en tant que ministre de la Construction, il a octroyé un grand espace pour bâtir la mosquée. On a commencé la mosquée depuis 1983. La communauté a investi. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, humainement possible. Tout ce qui est don, tout ce qui est travaux de la mosquée, nous avons réalisé à nous-mêmes, à notre propre mise. À cette occasion, les autorités municipales ont félicité les fidèles musulmans de Niangon pour leur solidarité dans la réalisation de l'édifice. Elles ont aussi offert des nattes et autres équipements en plus d'une somme de 1 million de francs CFA. Les imams ont également fait des bénédictions pour la paix et la réconciliation. 3 ans d'indépendance, dont plus de 6 mois de guerre, alors que le Soudan du Sud, plus jeune pays du monde, célèbre le 3e anniversaire de son indépendance. 6 mois et demi de conflit ont créé de profondes fractures au sein de sa population. Les discussions de paix sur le Soudan du Sud, qui se tiennent dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, sont à l'arrêt depuis le mois dernier, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité du blocage. Reportage. En grande pompe, le Soudan du Sud accède à l'indépendance. Il devient le 193e membre de l'Organisation des Nations Unies et le 54e État du continent africain. Un moment d'espoir pour le peuple sud-soudanais. 3 ans plus tard, l'espoir cède la place à la désillusion. La représentante de l'ONU au Soudan du Sud accuse de corruption l'élite du pays.
et lui attribue la responsabilité de la crise qui mine depuis près de 7 mois la plus jeune nation du monde. Ce qui s'est passé depuis le 15 décembre jusqu'à aujourd'hui aurait pu être évité. Ce qui a précédé la crise était très dangereux et quelques-uns d'entre nous avaient prévenu que cela pourrait conduire à des violences ethniques. Depuis le 15 décembre 2013, le Soudan du Sud est déchiré par une guerre entre les soldats de l'armée fidèles au président Salva Kiir et les partisans de l'ancien vice-président Riek Machar. La guerre s'accompagne de massacres ethniques et d'atrocités. Elle a déjà fait plusieurs milliers de morts et le pays est menacé de famine. Les enfants sont les principales victimes de cette situation. Un enfant souffrant de malnutrition sévère a de fortes chances de mourir. À l'heure actuelle, nous estimons qu'en 2014, principalement à cause des dissensions internes, environ 235 000 enfants souffriront de malnutrition chronique. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Sur le front humanitaire, comme sur le terrain politico-militaire, le tableau est bien sombre au Soudan du Sud, 3 ans après sa naissance. Le président sud-soudanais Salva Kiir appelle le chef des rebelles Riek Machar à reprendre des discussions de paix pour sortir le pays de la crise. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.